Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RT1 à la une de ce 20h. Le président Alassane Ouattara a échangé ce vendredi avec son homologue éthiopienne à Addis Abeba. Le chef de l'État ivoirien et la présidente éthiopienne se sont entretenus à la veille du 35e sommet de l'UA. La crise que traverse l'Éthiopie depuis plusieurs mois a été abordée. Avant son départ pour Addis Abeba, le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi les vœux de nouvel an des corps constitués, entre autres le corps préfectoral et les représentants des conseils régionaux. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts d'amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens. La ministre Anne-Désirée Oloto et 3 autres membres du gouvernement ont échangé avec les syndicats des fonctionnaires en vue de préparer une nouvelle trêve sociale. Les responsables syndicaux ont été invités à privilégier le dialogue, le point des revendications et la trêve sociale signée en août 2017 ont été évoqués. Et le dossier VDC de ce 20h plonge sur la malnutrition, spécialement chez les enfants. Comment mener la lutte et la remporter? Le gouvernement a mis en place le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. 14 régions sont ciblées. Mais qu'en est-il des résultats sur le terrain? Élément de réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RT1. Nous commençons tout de suite par ces images de la capitale éthiopienne où s'ouvre demain le 35e sommet de l'UA. Le président Alassane Ouattara, en déplacement dans le pays, y prendra part avec ses pairs. Mais à la veille de cette grande rencontre, il a reçu la visite de la présidente éthiopienne. Elle sollicite l'appui de la Côte d'Ivoire dans la résolution de la crise que traverse son pays depuis des mois. Notez qu'après 2 années de réunions virtuelles en raison de la crise du Covid et de la guerre au Tigré, Addis Abeba accueille en présentiel les 5 et 6 février donc le sommet de l'Union africaine. Et en marge de ce sommet de l'UA, le 31e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP s'est tenu aujourd'hui même à Addis Abeba. Le MAEP, c'est le mécanisme africain d'évaluation par les pairs et le rapport sur la gouvernance en Afrique 2021 a été présenté au nom de la Côte d'Ivoire. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a participé à ces assises. Elle a levé un point de voile sur le plan national de gouvernance 2021-2025. On en sait plus avec Michel Digré. C'est le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa qui a présidé ce forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce sommet en visioconférence a permis au président du Nigeria de présenter le 2e rapport d'évaluation dont les conclusions sont satisfaisantes selon la ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Nous notons que des progrès substantiels ont été réalisés dans plusieurs domaines, notamment la promotion et la protection des droits des personnes les plus vulnérables, avec un accent particulier sur les enfants, les jeunes et les femmes. Une implication plus accrue des acteurs de la société civile dans la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques socio-économiques, la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, des réformes des politiques commerciales et industrielles pour une meilleure consolidation de la croissance économique. Ce sont d'excellents résultats et de bonnes pratiques qui mériteraient d'être encouragés et poursuivis pour une gouvernance de plus en plus renforcée. La ministre Kandia Camara a par ailleurs indiqué à l'ensemble des participants que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de bonne gouvernance 2021-2025. Ce plan de gouvernance, résultant d'une concertation participative et inclusive de tous les acteurs nationaux, est une réponse aux défis de gouvernance identifiés par les pairs lors de la première évaluation de notre pays en septembre 2018. À ce propos, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il aura l'honneur de vous présenter le plan national de gouvernance de la République de Côte d'Ivoire au cours d'une prochaine session de ce forum à laquelle il participera personnellement. Au cours de ce forum, le MAEP a enregistré son 42e membre, à savoir la République du Burundi.
Et notez par ailleurs qu'avant son départ pour Addis Abeba, le président Alassane Ouattara a reçu hier jeudi les vœux de nouvel an des corps constitués. Il s'agit entre autres du corps préfectoral et les représentants des conseils régionaux. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts d'amélioration des conditions de vie et de travail des Ivoiriens. Herman Guivet pour le reportage. Ils viennent en 3e position dans l'ordre protocolaire établi pour cette cérémonie de présentation de vœux. De nouvel an au chef de l'État, les préfets de région, les présidents des conseils régionaux, les maires du district d'Abidjan, messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. Leur porte-parole, Cissé Brahima, préfet hors grade, préfet de la région du Guemon, préfet du département de Diokwé, a exprimé la reconnaissance du corps préfectoral au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour les efforts engagés en faveur des populations. Excellences, Monsieur le Président de la République, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, des initiatives sont conduites en vue de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. L'année 2021 a été une année riche, une année bien remplie. Nous en sortons avec un sentiment de profonde gratitude à votre égard pour tous les efforts consentis pour le développement de ce pays et l'épanouissement des différentes composantes du corps social. Nos positions administratives nous permettent de constater chez nos administrés et populations des lueurs d'espoir d'un lendemain amélioré. Les perspectives sont bonnes. Elles sont même très bonnes. Et par ma voix, les membres du corps préfectoral, ainsi que les élus des collectivités décentralisées, dans leur ensemble, s'engagent à mettre tout en œuvre pour transformer en réalité les espoirs et les promesses portées par cette nouvelle année pour bâtir la Côte d'Ivoire solidaire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a salué l'action des préfets de région, des élus locaux dans la mise en œuvre des décisions prises en Conseil des ministres auprès des populations avant de décliner les perspectives qui s'inscrivent dans le programme dit de la Côte d'Ivoire solidaire. Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais profiter de cette rencontre pour vous dire ma satisfaction pour la bonne conduite de vos missions d'encadrement des populations, de relais auprès de celles-ci des décisions gouvernementales et d'impulsion du développement local. Votre engagement pour l'État a par ailleurs contribué à résorber les conflits sociaux de diverses natures. Votre sens de la médiation et de l'écoute a toujours permis au gouvernement de trouver les solutions pour maintenir la cohésion entre les populations vivant sur notre territoire. Les investissements réalisés par les élus locaux au profit des populations participent à la réduction de la pauvreté dans nos collectivités et s'inscrivent dans notre vision du progrès social. Une Côte d'Ivoire solidaire. Ce programme vise à consolider les acquis des 10 dernières années et à accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire avec une participation plus importante de toutes les forces vives de la nation. La stabilité, la création de richesses et d'emplois, une compétitivité accrue de l'économie, ainsi qu'une administration plus performante et bien évidemment les ressources humaines adéquates en constituent les leviers. Pour y arriver, je voudrais compter sur vous, représentants de l'État dans les circonscriptions et acteurs locaux de développement. Beaucoup a été fait au cours de ces 10 dernières années et nous pensons que nous pouvons faire encore beaucoup pour que vous puissiez assurer vos missions dans des conditions optimales. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé que le renforcement de leur capacité de travail se poursuivra. Les assurant de sa confiance, il les a invités à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des populations de leur localité.
Voilà, je vous propose quelques réactions des participants à l'issue de cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Et c'est au micro d'Herman Guy. Je prie que cette marche vers notre plein épanouissement continue, cette marche en avant, avec une Côte d'Ivoire rassemblée, unie, une Côte d'Ivoire rassemblée autour de nos valeurs, de pays d'hospitalité, de pays de la fraternité vraie, de pays du vivre ensemble. Avec le gouvernement, mettrons en œuvre des actions fortes pour renforcer la qualité de vie de nos concitoyens. En tant que président de l'UVICOSI, bras séculier du gouvernement sur le terrain, nous avons pris l'engagement aussi de formuler les vœux au président pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire de fraternité, une Côte d'Ivoire de paix. L'année 2022 est une année faite de promesses. La vision pour la Côte d'Ivoire, nous sommes donc engagés à œuvrer dans le sens de la mise en œuvre de ce programme Côte d'Ivoire solidaire. L'État a fait beaucoup déjà en matière de décentralisation. Les élus locaux souhaitent aller beaucoup plus loin pour la grande satisfaction de nos populations et surtout pour traduire dans les faits la politique d'une Côte d'Ivoire solidaire, la politique d'une Côte d'Ivoire rassemblée, d'une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire de... Le message du président nous réconforte à plus d'un titre, parce que j'ai juste retenu que tout ce que nous faisons au quotidien en faveur de nos populations est su par le président et apprécié par le président. Et cela nous amènera à redoubler d'efforts pour faire mieux pour nos populations. Les grands investissements, le renforcement de la sécurité, le renforcement de l'équipement des hommes de sécurité nous permet de croire en des lendemains meilleurs, des lendemains qui chantent. Et donc nous sommes ravis, nous repartons revigorés de ce que le président de la République nous a inoculé, beaucoup d'enthousiasme. Et dans cette ambiance paisible, 4 membres du gouvernement et les principaux signataires de la trêve sociale se sont entretenus. La ministre Anne-Désirée Ouloto et 3 autres ministres ont échangé justement avec les syndicats des fonctionnaires en vue de préparer une nouvelle trêve sociale. Les responsables syndicaux ont été invités à privilégier le dialogue dans toute action. Le point des revendications et la trêve sociale signée en août 2017 ont été évoqués, nous rapporte Grace Kando. Anne Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en présence de 3 autres ministres, reçoit des mains de l'inspecteur général du dit ministère 2 documents portant sur le bilan des revendications et de la trêve sociale et la nouvelle plateforme revendicative des organisations syndicales de Côte d'Ivoire. En 2017, le gouvernement avait signé un protocole d'accord sur les revendications et la trêve sociale. 5 ans après, les organisations syndicales saluent le gouvernement pour le respect des engagements et espèrent également la prise en compte de leurs nouvelles préoccupations. Nous avons déjà travaillé, on les a déjà enregistrés, que ce soit au niveau collectif et au niveau sectoriel. Nous voudrions vraiment compter sur vous pour que des réponses urgentes soient données à l'ensemble des questions que nous adressons ici au gouvernement. Le statut général de la fonction publique est en souffrance. Nous comptons sur vous, véritablement, pour que cette réforme fondamentale des fonctionnaires puisse enfin voir le jour. Le mois de février sera consacré aux discussions entre les ministères techniques et les organisations syndicales et la mi-mars à la mise au point des revendications. La ministre Anne Ouloto appelle les responsables syndicaux à privilégier le dialogue. Je leur demande de préserver la continuité du service public et la paix sociale dans l'intérêt général. J'assure que tous les sujets de préoccupation seront discutés et ensemble, dans de bonnes dispositions d'esprit, nous nous accorderons sur les mesures à envisager. Je voudrais, au nom du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, vous assurer de notre détermination à traiter avec efficacité toutes les préoccupations qui feront l'objet de discussions. Le ministère de la fonction publique s'est doté d'un comité de dialogue social en 2016, un organe de concertation permanent entre le ministère de la fonction publique et les partenaires sociaux.
Et toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, était hier jeudi sur le chantier du 4e pont à Lokodjo. Avant de visiter ce chantier, le ministre s'est entretenu avec les différents acteurs intervenant dans la construction de l'ouvrage. L'objectif était de les appeler à plus de vigilance et de rigueur, particulièrement à la sécurité des travailleurs du chantier. Jean-Luc Bambou. C'est une visite de travail comme il en effectue régulièrement sur les nombreux chantiers disséminés à Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais pour cette dernière, sur le chantier du 4e pont à Lokodjo, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est longuement entretenu avec le constructeur de l'ouvrage autour d'une question centrale, la sécurité. Depuis qu'on a commencé ce projet, il y a eu quelques accidents qui ont occasionné des morts. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement qui est très sensible à tout ce problème de sécurité, d'hygiène, sécurité et environnement sur les chantiers. Vous savez que s'il y a des morts, ça oblige donc la BAD à demander qu'on arrête les travaux. Nous sommes venus voir l'entreprise pour leur demander de prendre toutes les dispositions pour ne plus qu'il y ait d'accidents, pour ne plus qu'il y ait de morts. Nous voudrions vraiment rassurer nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, pour leur dire que l'État a pris ses responsabilités. Interpeller le constructeur de l'ouvrage, mais surtout rassurer les partenaires financiers quant à la volonté du gouvernement à préserver la sécurité des travailleurs sur le chantier. Pour porter ce message, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était accompagné des élus des communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé, principal bénéficiaire du 4e pont. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est en mission en Égypte. Le ministre Bruno Koné-Nabagné s'inspire de l'expérience égyptienne pour redynamiser la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Ce vendredi, 2e jour de sa visite dans le pays, il a eu une série de rencontres, notamment avec une société d'État spécialisée dans les grands projets de construction et avec son homologue égyptien, Hassem Al-Ghazar. Ils ont évoqué les options de financement pour la réalisation de logements sociaux et la rénovation de quartiers précaires. Retour ici en Côte d'Ivoire pour voir ces échanges fructueux qui ont eu lieu hier entre la Chambre de commerce européenne et la Direction générale des impôts autour des mesures contenues dans l'année fiscale 2022. Principaux sujets au cœur des débats, les questions de recouvrement, de règlement de contentieux ou même de digitalisation des procédures. Et le but est clair, il s'agit de renforcer les relations entre les opérateurs économiques et la DGI. L'enseigne Bakayoko. Dans l'année fiscale 2022 présentée aux membres de la Chambre de commerce européenne Eurocham, de gros efforts ont été consentis par le gouvernement. Des efforts en termes de rationalisation du dispositif fiscal, de simplification et de modernisation en ce qui concerne notamment l'imposition des PME. Au niveau des grandes entreprises, l'on observe également des avantages spécifiques. Celles qui sont à Abidjan, la date de déclaration avait été ramenée au 15 janvier. Alors qu'il existe des grandes entreprises à l'intérieur du pays dont la date de déclaration était restée en février. Nous avons harmonisé. Pour les grandes entreprises personnes morales, ils sont soumis à l'impôt sur le patrimoine foncier. L'année fiscale 2021 dit désormais les installations professionnelles de ces entreprises qui sont en cours de réalisation ne seront pas soumises au taux de taxation de 15%, ce qui était le cas par le passé. Selon le directeur général des impôts, l'année fiscale en application améliore le taux de pression fiscale tout en veillant à une meilleure répartition et à une transformation structurelle de l'économie. Les problématiques liées à la gestion rapide des contentieux et à la digitalisation intégrale des procédures ont également été prises en compte. Il y a une note de cadrage qui est faite avec la Direction générale des impôts et on travaille pendant des mois pour ensemble arriver à un texte qui prenne en compte nos préoccupations. Donc on a vraiment un dialogue continu, en particulier Eurocham, avec la Direction générale des impôts dans la préparation des annexes fiscales. L'objectif prioritaire de la Direction générale des impôts, c'est d'élargir l'assiette fiscale, condition numéro 1 pour arriver à une mobilisation significative des recettes de l'État. Eurocham Côte d'Ivoire, c'est 165 entreprises, 26% du produit intérieur brut ivoirien, 52% de grandes entreprises,
80 000 emplois directs et 11 pays européens. Et l'ANRMP veut aussi relever des défis. Conformément donc à ses missions et attributions, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, a commandité un audit des marchés passés au titre de la gestion en 2020. Une cérémonie de lancement de cet audit s'est déroulée hier jeudi. C'était en présence de notre reporter Didier Nguessan. Depuis 2014, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, réalise des audits de gestion. Ces audits ont pour objectif l'amélioration du système des marchés publics. Pour la 8e édition des audits de gestion, 2 cabinets ont été retenus pour la conduite de cette mission. C'est un travail qui se fait de façon factuelle, sur la présentation bien sûr donc, de pièces bien précises. Donc ces cabinets d'audit-là vont établir un chronogramme bien précis avec l'ensemble des autorités contractantes auditées et c'est en leur sein que se feront effectivement donc, les missions d'audit. Le régulateur des marchés publics compte jouer pleinement sa partition pour améliorer la gouvernance des finances publiques en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas les censeurs, nous ne sommes pas juges, mais notre mission, c'est d'amener les acteurs à devenir professionnels, c'est d'amener des acteurs à être performants. Nous mettons un accent particulier sur les actions préventives. Et les actions préventives passent par la formation, la sensibilisation, le coaching. Pour l'année 2020, 500 marchés repartis entre les ministères, les collectivités, les sociétés d'État et les établissements publics seront audités. Et ces marchés portent sur un montant global de 411 milliards de francs CFA. Ils sont morts pour la patrie et on ne les oublie pas. La gendarmerie nationale vient de rendre hommage à 2 de ces hommes qui ont perdu la vie en mission commandée respectivement à Touba et à Bondoukou. Ces 2 héros de la nation ont reçu à titre posthume la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze en reconnaissance à tout le service rendu. Le reportage d'Abou Sanogo à la caserne de gendarmerie d'Agban ici à Abidjan. La gendarmerie nationale honore la mémoire des ex-maréchaux des logis Kofi Kwame Meya et Koulaïne Simon Aubin, précédemment en service respectivement à l'escadron de gendarmerie mobile de Bondoukou et à l'escadron de gendarmerie mobile de Touba. Et ils sont tombés sur la route du devoir alors qu'ils honoraient leur serment. De retour d'une mission de sécurisation des personnes et des biens sur l'axe Bondoukou-Bouna, l'ex-MDL Koulaïne Simon et un autre camarade en moto sont surpris par des tirs nourris à l'arme de guerre effectués par des individus non identifiés embusqués dans des broussailles à hauteur du village de Kwasi Ndawa. Hélas, Bosco, comme l'appelaient affectueusement ses camarades, est mortellement atteint. Alors que ce drame résonnait encore dans nos oreilles, dans nos esprits, le dimanche 16 janvier, aux environs de 16 h, l'ex-maréchal des logis Kofi Kwame Meya et son binôme Mamoto effectuaient un service de lutte contre les coupeurs de route. Parvenus au carrefour Gouekoro, à environ 9 km de la sous-préfecture de Ouadénou, sur l'as Kona-Ouadénou, ils essuient brusquement des coups de feu de bandits embusqués. Le MDL Kofi Meya est mortellement atteint. Ex-MDL Koulaïne Simon, ex-MDL Kofi Meya, vos vies n'ont certes pas été longues en termes d'années, mais elles ont été de qualité. Car vous êtes sacrifiés pour votre patrie. Sonnerie aux morts, puis reconnaissance de la nation. Ils ont été distingués à titre posthume. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille de la gendarmerie nationale échelon bronze. Nous confions à vos familles les insignes de vos grades. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré, a tenu à encourager et féliciter ces hommes pour leur professionnalisme. Il a par ailleurs indiqué: notre collègue tombé du côté de Bondoukou voit encore ces assassins courir, et Dieu voulant, nous allons mettre la main sur eux. En ce qui concerne celui qui est tombé du côté de Touba, ils étaient au nombre de 6.
4 ont déjà été arrêtés. La gendarmerie fera tout pour arrêter ces assassins-là. La remise du drapeau aux familles des défunts et le retrait des dépouilles. Moment de grandes émotions. Une aide d'honneur de leurs frères d'armes, suivi d'applaudissements en guise de remerciements pour tous les services rendus à la gendarmerie nationale et à la nation, ont constitué l'autre temps fort de la cérémonie d'hommage. Voilà, la nation ivoirienne solidaire de ces familles endeuillées renforce également la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. Ce vendredi 4 février, les chiffres affichent en Côte d'Ivoire 19 cas positifs sur 2030 échantillons prélevés, soit 9,9% de cas positifs, 39 nouvelles guérisons, 1619 cas actifs, 0 décès. Faisons-nous tous vacciner, protégeons-nous, protégeons les autres. Continuons d'observer les gestes barrières. On lutte aussi pour venir à bout du cancer dans notre pays. Le combat s'intensifie avec ce thème retenu pour attirer l'attention en cette journée pour des soins plus justes. Le Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, CNRAO, a dressé ce jeudi à Cocody le bilan de ses activités et a prôné un traitement anticancéreux sans inégalité sociale. Et on en arrive à notre dossier VDC de ce 20h. Nous abordons ce soir la question de la malnutrition, spécialement chez les enfants. Comment mener la lutte et surtout la remporter? Le gouvernement a mis en place le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. 14 régions sont ainsi ciblées. Mais qu'en est-il au juste des résultats sur le terrain? La stratégie porte-t-elle ses fruits? Qu'en pensent les populations? Quelles sont les retombées immédiates et surtout de ce projet et comment le rendre pérenne? Réponse dans ce dossier VDC signé ce soir et Jonathan Tobi. Village de l'Ableka, localité située dans la sous-préfecture de Sédiogo, département de Sinématiali. Bienvenue au franc de l'Ableka. Entendez, foyer de renforcement des activités de nutrition mises en place par le PMMDPE, projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Des femmes assistent à une démonstration culinaire. C'est une bouillie à base de maïs enrichie à la pâte d'arachide et au miel. Des produits locaux à la portée de tous dans le village. La bouillie de maïs est une alimentation conseillée aux femmes pour assurer à leur progéniture une bonne nutrition. Nous apprenons au moment comment faire la bouillie à partir des aliments qu'ils ont sur place. Il s'agit d'une bouillie des enfants âgés de 6 à 8 mois. Le projet, dans son approche, a mis en place des activités génératrices de revenus dans chaque franc. Les femmes sont réunies en coopérative de production et vente de beurre de karité, motivées par le soutien du PMNDPE qui finance dans chaque franc une AGR à hauteur de 501 millions de francs CFA. Objectif, autonomiser les communautés touchées par le projet dans une perspective de pérennisation. Si ça marche, tu peux payer au chaud pour garder. Si un temps, si ça revient cher, tu prends pour vendu et puis tu peux payer au chaud pour garder encore. S'il y a un peu qui est resté, on prend ça pour mettre dans la caisse. Nous sommes très fiers parce que l'un des objectifs du projet, c'est de rendre les personnes qui animent ce foyer autonomes. Nous voulons donc plaider maintenant pour que ces personnes volontaires, ces animateurs communautaires puissent bénéficier d'accompagnement pour pouvoir continuer le projet. Village de Zanapledougou dans le département de Wangolo-Dougou. 110 femmes, selon le chef de village, sont venues de 15 autres villages alentours pour participer à une formation au changement social et de comportement. Il s'agit pour les agents d'exécution d'amener la communauté à s'approprier l'idée de diversification des aliments en termes de production, de transformation et d'utilisation du soja, produit cultivé dans la région. Le soja, c'est un aliment complet. Il est très nourrissant. Même s'il n'y a pas de viande ni de poisson dans la nourriture, le soja vient compenser. C'est l'heure de la dégustation de tous les produits obtenus après la transformation du soja. Parmi ceux-ci, la bouillie pour bébés de 0 à 2 ans.
c'est du maïs enrichi au soja. Aujourd'hui, les communautés ont la réponse aux problèmes de malnutrition en même temps que s'offre à elles une opportunité de relèvement économique. Le projet a permis d'identifier, de prendre en charge et de sauver plus de 7000 enfants qui étaient malnutris modérés. La nutrition est la base de tout, la base de la santé première des enfants et des femmes. Pour que le projet puisse être approprié par la population, le CONAPE s'explique pour sensibiliser. Tabakoroni. Dans ce village de la sous-préfecture de Kouto, région de la Bagoué, les agents locaux d'exécution sont chargés de leur mise en œuvre. Ce matin, ils entretiennent les femmes de Tabakoroni sur la question. Dans les fronts, les techniques de communication utilisées sont l'animation, l'éducation de groupe et la sensibilisation de masse. La finalité est que la communauté s'appuie sur une production locale, utilise les dispositifs locaux aussi de transformation pour l'intégrer dans la nutrition. L'arachide, la poudre de maïs qui est transformée, permet de faire des bouillies et donner aux enfants. Donc on a tout localement pour accompagner la communauté. Je pense qu'avec le temps, il n'y aura plus de cas de malnutrition dans la zone. Exemple édifiant, l'histoire de ce petit garçon à Tabakoroni élevé par sa grand-mère après la mort de sa génitrice. Il est aujourd'hui le symbole de l'espoir que suscite le projet de nutrition et le développement de la petite enfance. Il a redonné vie à des enfants qui étaient, je dirais, malnutris, qui étaient sur le point même de passer de vie à trépas. Et il permet aussi à nos mères, à nos femmes, de pouvoir équilibrer la nourriture des enfants. Avant, quand tu les vois, même tu ne veux même pas les toucher. Mais maintenant, grâce à ce programme-là, bon, vraiment c'est parfait. Ils sont bien jolis. Quand tu les regardes toi-même, vraiment, ça va. Ce sont des enfants du village de Nironigué dans la sous-préfecture de Ouangolodougou, région du Tchologo. Le PMN-DPE a permis la création d'un franc au sein duquel existe un espace d'éveil et de développement de la petite enfance. Les enfants y sont amenés par leurs parents pour jouer. Ils bénéficient également et surtout de l'encadrement assuré par 15 bénévoles issus de la communauté villageoise pour leur développement cognitif. Aujourd'hui, si le nouveau dé à 100, peut-être c'est 3 seulement qui va mourir. Parce qu'on nourrit bien, on connaît. Il faut préparer les nourrissons des enfants. Nous, on connaît maintenant. Le franc de Nironigué a été le facteur déclencheur de l'ouverture d'une école primaire dans le village et dont les premiers élèves sont en classe de CP2 cette année scolaire 2021-2022. L'école de Nironigué se veut le prolongement de la classe d'éveil que le franc du village compte en son sein. La classe de CP1 est entièrement composée d'enfants issus de ce foyer. Ce foyer-là, c'est un cadeau. Les enfants qui viennent de là-bas nous facilitent la tâche. Au niveau du langage, ça va. Ils savent compter. Les lettres ils savent lire. Ça nous arrange par rapport au recrutement. C'est une chance pour nous. Tous les enfants qui sont partis de nos francs au primaire ou bien au préscolaire, nous allons ratisser pour voir leurs résultats et pouvoir tirer des évidences qui pourraient faire école. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance a permis, de 2018 à ce jour, la création de 1863 foyers de renforcement des activités de nutrition communautaire ou francs dans les 14 régions qu'il couvre. En attendant la fin de ce projet prévu pour fin 2022, les communautés bénéficiaires sont appelées à se l'approprier afin d'en assurer la pérennité. Voilà, le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance, un projet initié par le gouvernement contre la malnutrition qui porte, comme vous l'avez vu dans ce dossier réalisé par Eugène Atoubé, un projet qui porte ses fruits. L'actualité en bref nous mène ce vendredi en République démocratique du Congo. 33 rebelles ont été tués au sud Kivu. Nous ferons aussi un tour en Éthiopie et enfin en Chine où les Jeux olympiques d'hiver ont été ouverts aujourd'hui. Angela Diallo, Abou Sanogo. L'armée congolaise a annoncé avoir tué une trentaine d'hommes armés dans une contre-offensive menée par des milices locales alliées à des rebelles burundais. Le bilan est de 33 miliciens tués, dont 3 leaders.
20 000 réfugiés soudanais ont besoin d'une assistance urgente dans le nord-ouest de l'Éthiopie après la destruction et le pillage du camp dans lequel ils vivaient. Les autorités locales ont mis à disposition un terrain sur lequel l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés installe des points d'eau, des latrines et des abris. Le président chinois Xi Jinping a donné le coup d'envoi des 24e Jeux olympiques d'hiver. La cérémonie s'est déroulée devant des tribunes remplies au tiers de leur capacité par des spectateurs invités pour l'occasion. Parmi les spectateurs, une vingtaine de dirigeants mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et Vladimir Poutine. Et belle transition pour parler de la CAN qui se déroule au Cameroun. Les Lions et les Pharaons se sont affrontés hier lors des demi-finales de la CAN au Cameroun et à l'issue des tirs au but, les Lions indomptables ont été finalement domptés par l'équipe égyptienne qui réussit ainsi à valider son ticket pour la finale et jouera contre le Sénégal dimanche prochain. Voilà, Cameroun-Égypte à l'issue de la séance de tir au but. Les Pharaons se qualifient pour la finale de la CAN 2022. Notre envoyé spécial, Cheikh Koné, qui se trouve en ce moment au Caire, nous fait revivre la liesse et la ferveur hier dans les rues de la capitale égyptienne. Coups de klaxon, cris, chants, les Égyptiens ont laissé éclater leur joie après la victoire des Pharaons à la CAN 2022 face au Cameroun ce jeudi 3 février. Si la célèbre place Tahrir, habituellement bondée de monde en pareille occasion, était déserte, la rue voisine Mohandesine était noire de monde. Minuit 30, heure locale, femmes, enfants, vieillards et jeunes étaient ivres de joie. La nuit fut longue pour les Kérois et Kéroises en attendant le sacre de ce dimanche face aux Lions de la Teranga. Et justement qui succédera à l'Algérie en remportant cette CAN 2021. Le Sénégal ou l'Égypte, réponse dimanche. Et vous suivrez bien sûr ce match sur nos antennes, les antennes de RTI. Vous avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. À 23h, vous avez rendez-vous pour le JT avec Régis Kofi. Prenez soin de vous.